Bonjour à tous déjà, et merci beaucoup déjà au jury d'avoir accepté de participer à cette soutenance. C'est assez difficile apparemment de venir jusqu'ici, hein, mais bravo à vous. Et merci à l'auditoire d'être venu. Je vais donc tâcher durant ces 45 minutes de vous présenter mes travaux de recherche qui portent sur la modélisation à base d'agents et plus particulièrement sur l'intégration des notions spatiales, comportementale et participative dans la simulation à base d'agents. Donc, je vais commencer juste par vous introduire un peu le contexte de mes travaux, qui suit du coup la modélisation à base d'agents. Donc, c'est une approche de modélisation qui consiste à représenter explicitement les entités qui composent le système étudié par des agents informatiques autonomes qui interagissent. Typiquement, si on souhaite par exemple étudier le trafic routier, une approche classique en modélisation à base d'agents va consister à représenter chaque véhicule par un agent informatique, comme ici, en décrivant à la fois ses caractéristiques, par exemple sa position, sa vitesse, sa propension à rouler au-dessus ou au-dessous des limites de vitesse, et également son comportement, par exemple le fait de percevoir les autres, d'accélérer, freiner, changer de fil, etc. Et ça permet de créer une sorte de monde virtuel sur lequel on peut faire après des expérimentations. Comme ici, c'est une simulation sur le trafic routier à Rouen, où on pourrait très bien tester de supprimer une voie sur l'un des ponts pour voir l'impact que ça pourrait avoir. Ces dernières années, la simulation et la modélisation à base d'agents a connu plutôt un essor, maintenant est de plus en plus utilisée. Alors là, sur titre illustratif, j'ai juste fait une requête sur le terme Agent-Based Simulation sur la base Google Scholar, où on peut voir, c'est dans les titres d'articles, que le taux d'articles avec ce terme-là dans le titre tend à augmenter. Et cet essor, en particulier qui a touché des personnes qui venaient pas de l'informatique, a été en grande partie permis par le développement de plateformes comme NetLego, Cormas ou Gamma, qui permettent de grandement faciliter le développement de modèles. Typiquement, ces plateformes vont permettre même pour les gens qui ne sont pas forcément informaticiens, de construire, de décrire des modèles à l'aide de langages dédiés et de très facilement avoir des modèles simulables, comme c'est l'exemple qui est ici avec Gamma, où en moins d'une minute, on arrive à avoir un modèle simulable. C'est des agents qui se déplacent aléatoirement, mais on peut quand même avoir un modèle simulable directement. Et ça permet de faire vraiment des allers-retours rapides entre la simulation et la modélisation. Il existe du coup de nombreux modèles à base d'agents. Il y a eu plusieurs personnes qui vont chercher à catégoriser ces modèles. Là, j'ai repris un travail de Arnaud Banos et Lena Sanders qui ont cherché à décrire un espace pour ces modèles. Donc, eux, ils ont proposé deux axes. Un axe qui est vers est-ce que le modèle va plutôt rechercher à représenter simplement les phénomènes observés ou les phénomènes, donc c'est les modèles KISS pour Keep It Simple Stupid, ou des modèles qui vont être peut-être descriptifs. On va essayer de décrire au mieux les entités par exemple qui composent le système, et c'est les modèles descriptifs pour KISS, pour Keep It Descriptive Stupid. Après, on a des modèles qui vont plutôt être, où on va plutôt essayer d'être axé sur un cas d'étude particulier, qui vont être nourris en données, c'est des modèles plutôt particuliers, ou au contraire des modèles qui vont plutôt être stylisés. Pour donner des exemples, alors le modèle très classique de Schelling, dans lequel l'espace est représenté par une grille qui représente une ville, avec les différents quartiers, c'est chacune de ces villes à grille, où on va avoir des habitants, par exemple, qui vont être représentés ici par des ronds rouges ou jaunes, qui sont caractérisés justement par leur couleur. Et en fait, ça va reposer sur un mécanisme extrêmement simple où chaque individu va choisir s'il souhaite déménager ou pas en fonction de son voisinage, de son taux de voisins de même couleur. Et s'il n'y a pas assez de voisins de même couleur dans son voisinage, ou s'il y a trop de voisins de couleurs différentes, il va choisir un autre endroit, il va déménager autre part aléatoirement. Et ce qui est intéressant avec ce modèle-là, c'est qu'il peut montrer que très simplement, même avec des individus très tolérants, on arrive quand même à des phénomènes de ségrégation. Là, on voit par exemple à la fin qu'il y a beaucoup d'individus rouges d'un côté et jaunes d'un autre, même avec des personnes tolérantes. Mais bien sûr, ce mécanisme très simple peut être réutilisé en utilisant des populations réelles et avec des données géographiques, par exemple ici. C'est plutôt un modèle particulier. Également, on peut faire des modèles
avec des comportements, une description des entités très descriptives, comme ici c'est un modèle de trafic routier où les individus vont se poser des questions à chaque fois sur les instructions de vent, sur est-ce qu'il faut respecter ou non les limites de vitesse, respecter les règles de circulation, etc., mais sur un environnement abstrait. Mais également, alors là il y a la visioconférence de banc, mais on peut également faire des modèles similaires tout en appliquant à une ville réelle. Donc ça a été appliqué dans le projet Escape, là sur l'évacuation de ville. On a utilisé le même modèle de comportement, mais cette fois-ci en utilisant des données réelles de population. Et tous ces modèles sont intéressants, il n'y a pas un modèle qui est plus intéressant qu'un autre. Tout dépend de l'objectif que l'on a par rapport à la modélisation et des questions de modélisation que l'on a. Par contre, construire des modèles en haut à gauche est généralement relativement facile en termes de moment informatique. Par contre, construire des modèles très descriptifs et qui intègrent beaucoup de données peut s'avérer beaucoup plus complexe. Et c'est là que portent mes travaux, c'est essayer de rendre la construction de ce type de modèle-là plus simple. Bien sûr, tous les travaux que j'ai pu faire peuvent très bien aussi s'adapter à des modèles plus simples et plus stylisés, ou voilà. Mais avant de revenir vraiment sur le cœur de mon travail, je voulais juste revenir rapidement sur mon parcours, parce que je pense qu'il illustre pas mal tous les questionnements que j'ai pu avoir en termes de recherche et ce qui m'a amené, ce qui m'a conduit à avoir aujourd'hui ce thème de recherche. Et à avoir un jury avec une composition aussi variée. Donc à la base, j'ai une formation d'informaticien. J'ai un diplôme d'ingénieur en informatique de l'école CPE Lyon et un master en intelligence artificielle de l'université Claude Bernard, ce qui m'a permis d'avoir des connaissances sur les systèmes multi-agents, l'apprentissage artificiel, l'optimisation. Également la simulation à base d'agents, au travers d'un stage que j'ai effectué à l'IPSIS avec Alexis Drogoul, Christophe Lepage et Paul Guyot, sur la simulation agent participative. Et j'ai ensuite enchaîné avec une thèse à l'Institut géographique national, où là, le but c'était d'utiliser les connaissances acquises en intelligence artificielle pour l'appliquer à un processus de cartographie. Plus précisément, l'appliquer à l'automatisation du processus de généralisation cartographique. C'est le processus qui consiste à diminuer le niveau de détail de données géographiques. Typiquement, on voit une carte au 25 millième. Si on veut faire une carte à partir de là au 50 millième, on ne peut pas juste se contenter de réduire la taille. Il va falloir faire pas mal d'opérations, simplifier les données, simplifier les bâtiments, simplifier le tracé des routes, etc. Là, c'est pareil, c'est un exemple sur Google Maps où on a simplifié les routes. Et tout ça est très complexe à automatiser. Donc, pour faire ça, en fait, l'IGN a développé un système basé sur un système multi-agent dans lequel chaque objet géographique, les bâtiments, les routes, mais également les îlots urbains, les quartiers, sont représentés par des agents informatiques. Et chaque agent est capable d'évaluer la qualité de sa généralisation à l'aide de contraintes cartographiques. Par exemple ici, un bâtiment va avoir une contrainte sur sa taille. C'est que pour être au 50 millième, il ne faut pas qu'il soit trop petit. Une contrainte de granularité, il ne faut pas qu'il y ait des détails trop petits, etc. Et pour se généraliser, en fait, l'agent va parcourir un arbre d'état. Donc il va commencer dans l'état 1, ici, il va appliquer une opération de grossissement par exemple, il va dire bon c'est pas mal mais on peut mieux faire, il va revenir en arrière et appliquer tout un tas d'opérations comme ça. Et en fait la difficulté dans ce processus-là, c'était de savoir, de rentrer les connaissances dedans. En effet, savoir s'il faut d'abord faire un grossissement rectangle ou un grossissement d'abord, bah, c'est pas évident, même pour les experts en cartographie. Et c'est pour ça que mon travail est intervenu pour essayer d'aider le système à apprendre par lui-même et déjà à évaluer la qualité de ses connaissances. Donc, être capable, par analyse de savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas bien, de dire, bah voilà, finalement il vaut mieux réviser les connaissances, et après un système de révision des connaissances qui va lui permettre de dire, bah, il vaut mieux appliquer cette opération-là dans ce cas-là que celle-là. Donc ça a permis de renforcer ce travail de thèse, vraiment mes connaissances en apprentissage artificiel, optimisation, et également d'acquérir des connaissances sur la décision multicritère, et surtout ce qui était une porte d'entrée pour moi très importante, c'est sur la dimension spatiale, et sur les systèmes d'information géographique et l'analyse spatiale. J'ai ensuite poursuivi en post-doctorat où j'ai été pendant 2 ans avec l'IRD au Vietnam, où je travaillais sur la plateforme Gamma, donc je reviendrai plus tard sur ça. Ensuite, j'ai eu la chance d'avoir un poste de maître de conférence en géographie, donc ce qui m'a ouvert encore des nouvelles portes, des nouvelles voies d'application, en particulier dans les domaines urbains, donc à l'université de Rouen, avec une chaire d'excellence au CNRS. Et enfin, j'ai obtenu un poste de chercheur
dans l'équipe, dans l'unité mathématiques informatique appliquée de Toulouse, voilà, à l'INA. Et je vais maintenant passer à mes contributions en tant que telles. Donc une chose importante en fait dans toutes mes contributions, c'est que j'ai cherché à opérationnaliser mes contributions au travers de la plateforme Gamma. Donc j'ai cherché en particulier à intégrer toutes mes contributions en open source, déjà en libre accès, et implémenter dans la plateforme Gamma pour pouvoir les diffuser plus largement, que chacun puisse tester ce qui a été fait. Et c'était quelque chose qui était important pour moi, et j'ai du coup participé depuis la version 1.1 jusqu'à la version 1.8 au développement de la plateforme. Et je vais passer maintenant à la dimension spatiale. Donc pour revenir à cette dimension spatiale, si l'on fait un bilan de ce qu'il y avait en 2008, c'est la date à laquelle j'ai commencé à travailler sur la simulation à base d'agents en tant que telle. À l'époque, c'est vrai que la plupart des modèles étaient basés sur une représentation sous forme de grille de l'espace, ce qui peut être tout à fait adapté en fonction des contextes, mais qui peut être également limitant pour certains cas d'application. Quelques plateformes permettaient d'intégrer des données géographiques, déjà, comme Repas Symfony, mais c'était plutôt en toile de fond. C'est plutôt, on avait une toile de fond avec des données géographiques, on ne pouvait pas réellement les manipuler. Donc, un travail que j'ai commencé à faire en 2008, alors là c'était en collaboration directe avec Alexis, c'était d'intégrer dans Gamma des possibilités de travailler sur un métamodèle pour plus facilement intégrer cette dimension géographique. Pour cela, un choix qui a été fait, c'était de géolocaliser tous les agents en leur donnant une géométrie géolocalisée à l'espace et en offrant aux populations d'agents une topologie spatiale. Topologie qui peut être soit continue, soit sous forme de grille, soit sous forme de graphe. L'un des intérêts de ça, c'est de pouvoir déjà représenter de façon totalement transparente un même environnement en fonction avec différentes représentations. Par exemple ici, on a un environnement continu qui est avec un SIG sur des routes et des bâtiments, qui va être représenté sous la forme d'une grille à droite et plutôt d'un graphe en bas à droite. Également, cela permet de facilement intégrer des données géographiques, comme chaque objet géographique va devenir un agent dans les simulations. On peut très facilement porter tout un tas de données directement, avec des formats type shapefile, GML, OpenStreetMap, etc. Également, facilement exporter des résultats de simulation, quels que soient les formats. Donc là, c'est un exemple en KML, mais on peut très bien exporter ce format. Mais en tout cas, on va manipuler un peu à l'image de ce qu'on peut faire dans un SIG, les agents en Gamma. Également, là, c'est un exemple d'importation d'un format un peu plus rare, qui est un format utilisé par les architectes, c'est du BIM, pour les modèles du bâtiment. Également, j'ai travaillé sur des opérateurs et sur le fait de pouvoir avoir de vraies géométries permet de les manipuler directement dans les simulations. Donc là, c'est un exemple où un agent se déplace avec un cône de perception qui est recalculé, qui est une vraie géométrie, qui peut être directement manipulée par les agents. C'est juste un exemple, mais tout agent peut avoir une géométrie, peut manipuler les géométries comme il le souhaite, comme on pourrait faire dans un SIG. Également, j'ai travaillé sur des aspects de mobilité. Alors, ce qui m'intéressait, c'est à la fois de travailler sur des mobilités 2D, 3D, sur des mobilités dans les graphes, comme ici, sur les réseaux de polylignes. Également, sur des mobilités sur des ensembles, sur des grilles. L'endroit où l'aspect sur lequel j'ai le plus travaillé, c'est proposer des choses qui soient à la fois transparentes, quel que soit le type de topologie derrière, on puisse appliquer exactement les mêmes opérations. D'ailleurs, que ce soit des déplacements, des calculs de chemin, etc. Mais également qui soient performantes et robustes. Un autre aspect sur lequel j'ai travaillé un peu plus récemment, c'était essayer d'intégrer des extensions pour Gamma dédiées vraiment au trafic routier, qui permet vraiment de représenter comment les gens vont conduire, vont choisir de respecter ou non les feux de signalisation, doubler les autres, etc. D'ailleurs, ce travail a été intégré dans le cadre d'un projet de VAR qui s'appelait Mosaic et qui est devenu maintenant Escape sur l'évacuation de ville. C'est un projet NR qui est coordonné par Eric Daudet, de l'université qui est chercheur au CNRS à l'université de Rouen, et qui s'est intéressé à l'évacuation massive des villes. Et justement, on avait besoin de pouvoir représenter assez finement les comportements des automobilistes en cas de crise, et également de représenter les piétons. Donc ça, c'est un nouveau travail qui a été fait récemment, c'est de pouvoir intégrer des mobilités de piétons dans les simulations, voire facilement intégrer des mobilités mixtes, piétons, véhicules, etc. Donc là, c'est un petit exemple sur
l'arrivée de train dans la gare de Hambourg. Un autre aspect sur lequel j'ai travaillé en termes de localisation a concerné la spatialisation de populations synthétiques. Alors, pour replacer un peu le cadre de ce travail-là, donc ça a été réalisé dans la NEA GenStar, qui a été coordonné par Alexis Drogoul, et qui s'est fini l'année dernière, et qui s'intéressait à essayer de générer des populations socialement structurées et spatialement localisées. En fait, on a souvent besoin, quand on fait des modèles en particulier descriptifs à partir de populations réelles, de recréer des populations d'agents qui soient à peu près crédibles. Typiquement, la Escape, on aurait besoin de recréer un ensemble d'agents qui correspond à ce qu'il y a dans la ville, à partir de données qu'on a, généralement des données INSEE ou des échantillons de population. Du coup, l'objectif de ce projet Escape de GenStar, c'était de pouvoir recréer ces populations. Et dans le cadre de ce projet-là, j'ai été en charge d'un des work packages qui s'intéressait à la spatialisation des populations. Donc j'ai travaillé avec Kevin Chaput, que j'ai encadré en postdoctorat, et nous avons développé tout un tas de méthodes et d'outils pour justement spatialiser les populations en fonction de contraintes spatiales, en fonction de distribution spatiale, et qui permet également d'intégrer d'autres types de données, type occupation des sols, pour affiner les localisations des individus. Également, parce que ça peut être important dans certains modèles, nous avons proposé des outils qui permettent d'automatiquement affecter des lieux à des individus. Par exemple, là, c'est une carte qui montre comment on a affecté un lycée à des lycéens, sur la ville de Rouen. Et bien sûr, nous avons travaillé sur la rendre cet outil directement utilisable dans Gamma pour que ce soit facilement utilisable par tout un chacun. Je vais maintenant passer aux dimensions plutôt comportementales. Là, si on fait un état de lieu de ce qu'il y avait en 2008, donc c'est vrai que la plupart des plateformes proposaient surtout des architectures réactives, c'est-à-dire en fonction de ce que je perçois sur l'environnement, j'applique une telle action ou telle action. Certaines plateformes, par exemple Gamma, intégraient également des architectures de type automate état fini, il y a aussi d'autres plateformes, donc où on a un ensemble d'états finis, l'agent va se trouver dans un état, appliquer des actions par rapport à son état, et il va avoir des règles de transition d'un état à un autre. Moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est d'être dans ce cadre-là, c'est de se dire, est-ce qu'on peut avoir d'autres façons de penser la décision qui peuvent s'intégrer dans les plateformes. Et un premier projet sur lequel j'ai travaillé à ce niveau-là, c'est le projet Maïlia, sur lequel j'ai travaillé. C'était un projet qui concernait, à la base, sur lequel j'ai travaillé en 2010, l'impact que pouvaient avoir des quotas en prélèvement en eau pour les agriculteurs. C'était à la base un projet du RTRA STAE qui était coordonné par Pierre Mazega. J'ai pour ma part beaucoup travaillé avec Olivier Théron et avec Christophe Sibertin-Blanc pour essayer de modéliser le comportement des agriculteurs. En effet, dans les crises liées à l'eau, en fait, dans le sud-ouest, dans les périodes d'étiage, les crises sont beaucoup dues à l'utilisation, à l'irrigation des agriculteurs des champs de maïs. Et du coup, on voulait savoir s'il était possible de mettre des quotas pour avoir qu'en même temps les agriculteurs puissent quand même vivre dans leur travail, mais en même temps limiter le nombre de crises en eau en prenant en compte des scénarios de réchauffement climatique. Ce qui nous a amené à définir un modèle conceptuel déjà d'agriculteurs en prenant en compte à la fois ces comportements stratégiques, c'est-à-dire le choix de cultures qu'ils allaient mettre en place sur les différentes parcelles, les rotations de culture, mais également en termes de choix opérationnels, ce qu'ils allaient faire le jour le jour. Par exemple, décider d'aller irriguer ce champ-là, de semer ce champ-là, etc. Tout ça en prenant en compte à la fois des aspects plutôt biophysiques, météorologiques, économiques, mais également sur les aspects historiques, c'est-à-dire avec quelqu'un qui soit capable d'apprendre de ses erreurs passées. Et je veux juste revenir sur les aspects un peu choix de rotation de culture, qui soit un élément essentiel, sur lequel en fait il y avait eu des enquêtes qui avaient été menées avant que j'arrive, que je pense à ce projet-là, auprès d'agriculteurs et qui avaient montré qu'il y avait 4 grands facteurs qui intervenaient dans leur décision de choix de rotation de culture, qui sont assez classiques pour le coup. Le profit, ils tendent à maximiser, à avoir plutôt, ils préfèrent avoir gagné le plus possible. La charge de travail, où ils tendent à, si moins ils travaillent, mieux c'est. Également le risque, ils veulent limiter les risques, les écarts de revenus. Et enfin sur l'habitude, parce que changer de système de culture requiert, c'est un coût cognitif qui existe. Voilà, donc j'ai travaillé sur ça et j'ai proposé en particulier un formalisme se basant sur la théorie des fonctions de croyance, qui est une méthode de décision multicritère,
Le but, c'était justement de pouvoir utiliser tous ces critères qui étaient définis par les agriculteurs et qu'on puisse les agréger pour pouvoir prendre une décision. Donc j'ai proposé cette méthode-là qui permet de gérer les incertitudes. C'est pour ça que c'était intéressant dans ce cadre. Un autre travail qui va beaucoup plus loin en termes de représentation de la cognition des acteurs, c'est le projet Acteur, dont j'ai été le coordinateur. C'est un projet que j'ai obtenu en 2014 à ENR. Acteur, c'est pour agent cognitif territorialisé pour l'étude des dynamiques urbaines et des risques. Alors, on a trouvé l'acronyme avant ce que ça signifie. Voilà, et dans ce cadre-là, l'objectif était vraiment de savoir est-ce qu'on peut avoir des architectures un peu plus cognitives dans les simulations à base d'agents. En effet, il y a beaucoup de travaux en intelligence artificielle sur des architectures cognitives, mais en fait, en pratique, il y a peu de choses qui sont utilisées réellement en simulation à base d'agents. Et du coup, c'était essayer de lever quelques freins à ce niveau-là. Donc pour cela, c'était vraiment le travail surtout de Mathieu Bourguet. Donc j'ai encadré la thèse avec Laurent Vercouter. Et nous avons déjà identifié des concepts qui intervenaient à la décision que nous voulions représenter. Parmi ces concepts-là, il y avait la cognition, les émotions, parce qu'on sait depuis les travaux d'Amasio que ça a un impact très fort sur la décision, les relations sociales, comment les relations qui vont modifier nos décisions, les normes, que ce soit les normes sociales ou les lois, et également la personnalité. Alors, la personnalité, c'est plutôt une question de comment deux personnes face à la même situation vont agir différemment. Et c'est peut être pris en compte par le fait qu'ils aient des personnalités différentes. Et en fait, ce qu'on a cherché à faire dans le cadre de ce travail-là, c'est de ne pas repartir de théories en psychologie ou en sociologie, mais plutôt de réutiliser un maximum de choses qui existaient en intelligence artificielle. Utiliser un maximum de briques qui se cadraient déjà bien ensemble, qui allaient déjà bien ensemble. Et c'est pour ça que nous avons choisi déjà comme brique de base le modèle BDI, donc c'est un modèle très classique, donc c'est le modèle qui a été proposé par Bratman, qui est un philosophe et qui s'inscrit dans le champ de la psychologie naïve, et qui propose de représenter le raisonnement d'acteur au travers de 3 types d'états mentaux. Les croyances, ce que la personne sait sur le monde, ses désirs, qui vont être ses objectifs, et également ses intentions, qui vont être plutôt ce qu'il s'est engagé à faire. L'avantage de cette architecture, elle a un double avantage de l'utiliser. Déjà, c'est qu'il y a beaucoup de travaux dessus en intelligence artificielle qui permettent de réutiliser beaucoup de choses. Et d'autre part, elle a un fort pouvoir explicatif. C'est-à-dire qu'on peut facilement comprendre comment quelqu'un est venu à une décision en remontant un peu la chaîne des intentions, désirs, etc. Pour les émotions, du coup, nous avons fait appel à la théorie OCC pour Ortony, Clore et Collins, qui est vraiment une des plus utilisées en intelligence artificielle, qui a déjà été formalisée de nombreuses fois, et qui se base sur une théorie sur l'évaluation cognitive des situations pour gérer les émotions. Typiquement, par exemple, si je vois un ours devant moi, comme je sais que les ours sont dangereux, ça va me faire émerger une émotion de peur. L'avantage d'utiliser ça, donc, en plus d'être assez cadré et assez bien, il y a eu beaucoup de travaux dessus, c'est qu'il y a eu des travaux en particulier de Carole Adam qui ont cherché à lier les théories OCC avec l'architecture BDI. Donc on avait déjà deux briques qui allaient bien ensemble. Pour les relations sociales, nous avons fait le choix d'utiliser les dimensions définies par Sven Wig pour définir ce que c'est qu'une relation sociale entre deux personnes. Donc le caractère de dominance, est-ce qu'on va dominer plutôt l'autre ou est-ce qu'on est dominé par lui? L'appréciation, est-ce qu'on l'apprécie ou non? La similarité, est-ce qu'on se sent similaire ou pas par rapport à lui? Et la solidarité, est-ce que ce sont solidaires par rapport à lui ou non? Sachant que bien sûr c'est une relation unidirectionnelle. Je peux très bien apprécier quelqu'un et cette personne peut me détester. Sur les normes, du coup, nous avons fait le choix d'utiliser le modèle de Lopez et Lopez, qui est un modèle qui permet de définir un système complet normatif et qui cadre bien avec l'architecture BDI que nous avions. Enfin, pour la personnalité, nous avons fait le choix d'utiliser le modèle Océan, qui est pour le coup le modèle le plus classique pour décrire une personnalité, qui est basé sur 5 dimensions. L'openness, on est plutôt ouvert d'esprit ou fermé d'esprit. La consensusness, on va plutôt agir avec beaucoup de préparation, ou si on va être plutôt spontané. L'extraversion, est-ce qu'on va plutôt être l'agréableness, c'est plutôt on est plutôt agréable envers les autres, plutôt hostile envers les autres. Et neuroticiste, c'est on est vraiment impacté par les émotions négatives ou non. Donc on a utilisé ça pour justement différencier les agents les uns par rapport aux autres, par rapport aux situations.
Et ça nous a amené à construire une architecture complète, donc à chaque fois en choisissant pour chaque concept une théorie, puis un formalisme associé, et enfin de tout assembler au sein d'une même architecture qui s'appelle BEN, pour Behavior, Emotion and Norms. Bien sûr, il y a eu un gros travail d'adaptation. Hein. Toutes les briques ne s'embriquaient pas, donc il y a un gros travail d'adaptation pour justement faire fonctionner toutes les briques ensemble. Et on a ainsi intégré dans Gamma l'architecture BEN avec une idée qui était importante pour nous, c'était que ce soit modulaire. C'est de se dire, tout le monde n'a pas besoin de tout ça dans tous ces modèles. Peut-être que certaines personnes ne vont utiliser que l'aspect cognitif, d'autres l'aspect cognitif et émotionnel, etc. Donc là, ce que vous voyez en pointillé, ce sont les aspects qui sont optionnels. Ce qui veut dire qu'ici, presque tout est optionnel dans BEN. On va pouvoir vraiment s'adapter à son cas d'utilisation, à ce qu'on a besoin par rapport à ce qu'on veut étudier. Comment ça marche? Un agent sous BEN, ce qu'il va commencer par faire, c'est percevoir son environnement, qui va lui permettre de créer des nouvelles croyances sur le monde. Également, il peut être sujet à des phénomènes de contagion émotionnelle. Hein. Si je vois quelqu'un qui a peur en face de moi, peut-être que je vais aussi avoir une émotion de peur. Également, ça va permettre de créer des relations sociales avec d'autres. Dans une deuxième phase, qui va être plutôt de gestion interne des connaissances, on va pouvoir, à partir de ces états mentaux, projeter des nouveaux états mentaux. Par exemple, si je sais qu'il y a un feu dans la pièce, je vais peut-être avoir le désir d'être à l'extérieur. Également, c'est là où on va pouvoir générer des émotions en se basant sur la règle de Karl Adam. Donc, par exemple, si j'ai le désir que quelque chose soit vrai et que je sais que cette chose est vraie, ça va me provoquer une émotion de joie. Et il y a une vingtaine d'émotions qui sont définies comme ça. La phase d'après va consister, à l'agent de la phase 3, à prendre une décision en fonction de ses états mentaux, de ses objectifs, des normes, donc avec un moteur cognitif et un moteur normatif, et ça va lui permettre de après choisir un plan, donc une façon de réaliser ses objectifs. Enfin, dans une dernière étape qui est plutôt l'étape de dégradation, d'oubli, de dégradation des émotions, des états mentaux. Bien sûr, comme tous les travaux, ça a été intégré dans Gamma, il y a eu un travail important qui a été fait pour faciliter l'utilisation de cette architecture dans Gamma à l'aide de mots-clés prédéfinis dans la plateforme. Juste pour donner quelques exemples d'applications et pour montrer que c'est assez modulaire, c'est qu'on va pouvoir utiliser en fonction des besoins certaines briques. Donc un premier travail qui a utilisé ça, c'est la thèse de Kwang Chong, qui a travaillé sur le comportement des petits producteurs dans les deltas du Mékong. En particulier, comment ils allaient choisir leur choix de production, faire de la crevette, faire du riz, etc. Et nous avons, Kwang a pour ça accompli des entretiens auprès d'agriculteurs, de producteurs des villages du delta du Mékong, et a construit un modèle en utilisant la partie cognition de BEN. Également, c'est un autre travail qui a été réalisé par Alice Mécollier, Franck Taillandier, et auquel j'ai juste un petit peu assisté, mais juste travaillé sur la partie intégration de données 3D. Ça a été sur le modèle Livebeam qui concerne les modèles de comportement d'occupants dans un bâtiment. En particulier, comment ils vont utiliser leur espace. Et il y a des aspects qui nous intéressaient, nous, c'est les relations sociales. Parce que, par exemple, quand quelqu'un va avoir froid, il va essayer de parlementer avec les autres pour savoir s'il va pouvoir augmenter le chauffage ou tous les autres vont lui dire de prendre un pull. Et ça peut avoir un impact important sur la consommation énergétique. Dernier point, donc là c'est ce qui a été réalisé en stage par Marion Valette, qui a été encadré par Dominique Longin, Benoît Goudou et moi-même. C'était un stage de niveau M1 où elle a défini tout un modèle sur l'évacuation d'une boîte de nuit. Donc elle a repris un cas réel en intégrant le fait que les personnes allaient utiliser des cognitions, bien sûr, des émotions. Il peut y avoir des émotions de peur qui vont interférer dans leur comportement, mais également des aspects de relations sociales, parce qu'on sait, au travers des rapports qui ont été faits, qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas évacué directement, mais qui ont été chercher leurs amis dans la boîte de nuit avant d'évacuer. Et en fait, ces trois travaux sont assez intéressants parce que ce n'est pas forcément des gens qui sont des spécialistes en BD ou en informatique qui les ont développés. Alice Mécollier vient par exemple plutôt du génie civil, Kwang c'est plutôt l'environnement et à base, et sur
Et pour Marion, elle est plutôt... c'est juste une étudiante de niveau M1, elle n'a jamais vu fait d'intelligence artificielle ou choses comme ça. Un autre point sur lequel je voulais revenir, c'était les innovations participatives. Donc, si on revient en 2008, alors j'ai différencié deux aspects déjà. Les aspects plutôt modélisation participative, qui sont la co-construction de modèles, et des aspects simulation interactive, où là, on va plutôt être dans le cadre de simulation interactive, de jeux sérieux, où on va interagir avec des simulations. Sur les aspects co-construction de modèles, donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on passe souvent par la co-construction avec de diagrammes, souvent en UML d'ailleurs, pour co-construire ensemble des modèles. Il y a aussi des méthodologies. Et il y a des plateformes qui ont essayé d'intégrer des aspects de modélisation graphique, comme Repass Symfony, qui intégrait déjà en 2008 ce type d'outils. Malheureusement, souvent, les plateformes intégraient des outils qui étaient très complexes à utiliser et qui, en général, n'étaient pas utilisés du tout dans un contexte participatif. C'était par exemple de rentrer dans Repass Symfony beaucoup de choses en Java. Sur les aspects simulation participative, là, il y avait déjà des plateformes comme Cormas qui proposaient des outils, mais bien sûr, beaucoup moins qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de replay, de simulation, etc. Et un premier point qui m'a intéressé, qui rentrait aussi un peu dans le cadre du projet acteur sur la facilitation de construction de modèles, c'est de se dire, est-ce qu'il est possible dans Gamma d'avoir des outils qui vont juste nous permettre de faciliter la co-construction de modèles à l'aide de diagrammes? Plutôt que d'écrire tout en code, de se dire, est-ce qu'on ne peut pas essayer de réfléchir autour d'un modèle graphique, voire de visualiser un modèle existant sous la forme graphique. Donc j'avais développé tout un outil pour ça dans Gamma, avec l'idée qu'il fallait minimiser le gap entre le modèle conceptuel et le modèle implémenté. Donc en reprenant au maximum des concepts de Gamma, qui permettaient également de reprendre des concepts vraiment agents dans la façon de construire le modèle. Tout en offrant une interface qui permet de... Bien sûr, c'est un projet c'est quelque chose qui est encore à la phase un peu d'expérimentation, mais encore dans les débuts, mais qui a déjà été utilisé dans le cadre plutôt pédagogique. Donc il y a par exemple Kwang qui a fait sa thèse sur le BDI, utilise souvent ça dans le cadre de ses cours au Vietnam. Moi j'ai utilisé ça pour faire la co-construction avec des étudiants également en géographie. Donc ça peut être déjà utilisé, même si bien sûr c'est largement perfect. Alors un autre aspect qui était, alors s'il y en a qui froncent les sourcils, c'est un modèle qui a été proposé par Alexis, donc on pourra lui en parler après. Alors qui est plutôt un travail collaboratif. Là, je ne suis pas directement, contrairement au projet plus avant, là c'est vraiment un projet collaboratif de l'équipe Gamma sur essayer d'intégrer des outils de simulation interactive, de pouvoir interagir avec des simulations. Là, typiquement, l'exemple, c'est pouvoir, en fonction de l'endroit où est la souris, de la simulation qui est en train de smiley, va interagir différemment. Un autre travail que j'ai réalisé dans ce cadre-là, qui était avec Arnaud Grignard et Chi Nguyen, c'est du Media Lab, du MIT pour Arnaud et de l'IRD pour Chi, c'était d'avoir un modèle qui permet de reconstruire une ville et d'avoir l'impact que ça a sur les mobilités, de façon assez abstraite. Dernier point, dernier exemple là, qui a été fait, donc là ça a été fait par Carole Adam et Franck Taillandier sur un jeu sérieux qui a été développé avec les outils de Gamma pour apprendre comment l'impact que peuvent avoir les inondations. Donc là c'est sur le Léon. Donc c'était qui est vraiment utilisé dans un contexte de aujourd'hui encore dans des cours pour les étudiants en génie civil. Dernier aspect sur l'aspect simulation participative, en fait ce qui m'intéressait c'est de me dire on va laisser des joueurs jouer un rôle dans une simulation. Est-ce qu'il n'est pas possible d'analyser les traces de ces joueurs-là pour essayer d'apprendre des choses? Donc j'avais travaillé sur des méthodes pour essayer d'apprendre des comportements d'agents à partir des traces d'exécution. Donc j'avais réalisé pour ça beaucoup de travaux de thèse et avec l'idée de se dire, bon, des fois c'est difficile de formaliser les comportements de personnes. Par exemple, si on demande, je sais pas, un pompier, comment il agit, il va avoir peut-être des mal de décrire des règles. Et c'est plus simple de le faire jouer dans des simulations, un peu comme on fait en économie expérimentale, et après voilà, d'apprendre des comportements à partir de ça. Donc j'avais mis en place des méthodes d'apprentissage à partir de traces de comportements obtenues par des jeux, qui permettaient de reconstruire des comportements simples d'agents. Donc juste pour conclure sur mes contributions, donc, ce que j'ai développé au niveau espace, travailler sur un métamodèle pour Gamma pour intégrer plus facilement les milieux géographiques. J'ai travaillé également sur les mobilités et sur la spatialisation de population. Sur les aspects comportementaux, j'ai proposé deux architectures d'agents, une basée sur la théorie des fonctions de croyance et l'autre sur du BDI. Et enfin, sur les aspects participatifs, j'ai travaillé sur un outil de modélisation graphique
et également sur les outils pour faciliter la construction de simulations interactives et de jeux sérieux. Alors une question qui m'avait posé Fred quand je lui ai envoyé une première version du mémoire, c'est mais et demain comment ça va être? Quel est ton point de vue sur la simulation à base agent en 2030? Alors en préambule, au vu de certains retours sur le dernier rapport, je voulais juste préciser que l'idée n'est pas de dire tout va être comme ça, mais plutôt de dire qu'est-ce qu'il y aura en plus par rapport à maintenant. Bien sûr, on pourra toujours faire des modèles simples et abstraits qui ont toujours un sens profond demain. Mais plutôt, est-ce qu'on peut aller plus loin pour les modèles descriptifs? Donc dans ce cadre-là, il y a un aspect, de toute façon, là, avec la puissance des ordinateurs qui augmentent, avec le cloud, avec tout ça, c'est sûr qu'on va arriver à des simulations à plus large échelle. Demain, on pourra faire tourner des simulations avec beaucoup plus d'agents qu'aujourd'hui. Et également, on pourra obtenir, en termes de rendu, des choses qui seront plus proches de ce qu'on a dans les jeux vidéo. Que ce soit par des couplages avec des, avec des plateformes de jeux vidéo, hein, des moteurs de jeux vidéo, ou directement dans les plateformes. Également, un aspect, c'est la façon dont on va interagir avec les simulations. Avec les casques de réalité virtuelle, de réalité augmentée ou des choses comme ça, on va pouvoir interagir différemment avec les simulations, ou même avec les smartphones. Peut-être qu'il y a de nouvelles façons d'interagir avec les simulations qui vont être facilitées par ces nouveaux supports et qu'on devrait intégrer dans les plateformes pour faciliter justement la construction de ces aspects-là dans les modèles. Un autre aspect qui m'intéressait, c'est de dire que pour l'instant, en fait, on a un couplage assez découplé entre modélisation et simulation. On construit notre modèle, on appuie sur le bouton, on regarde ce que ça donne. Est-ce qu'il n'est pas possible, dans certains cas, où ça s'y prête, par exemple dans les aspects plutôt participatifs, de coupler plus simulation et modélisation, un peu à la manière d'un Scratch, si vous connaissez, où on pourrait directement définir depuis la perspective de simulation, donner des comportements, après, je ne sais pas, copier les agents, découper les agents, modifier les gens dans leur comportement, etc. Être vraiment plutôt dans l'intégration, vraiment dans le travail sur l'aspect simulation. Également, aujourd'hui, j'avais déjà commencé à faire des travaux sur les dimensions un peu comportementales. Je pense qu'on aura quand même fait des progrès pour intégrer déjà les connaissances qu'on a acquises depuis en psychologie sociale, en neurosciences, pour les intégrer déjà avoir des comportements d'agents qui peuvent reproduire certains de ces aspects-là. Et également, un autre aspect, c'est bien sûr tous les progrès qui sont faits aujourd'hui en apprentissage artificiel, en ayant plus des données, c'est de savoir se dire, pour certains types d'agents, plutôt que d'avoir à définir nous-mêmes des comportements, on pourrait juste, à partir de données, faire de l'apprentissage de comportements pour certains types d'agents pour lesquels on n'a pas forcément besoin de définir nous-mêmes les données. Donc d'avoir vraiment des modèles mixtes avec des agents qui apprennent leur comportement à partir de données et d'autres qui vont être définis par les modélisateurs parce qu'il y a des choses qui nous intéressent à définir, par exemple des aspects disruptifs dans le comportement qui ne peuvent pas être appris dans les données. Enfin, je pense que la simulation à base agent commence à acquérir une certaine maturité qui va lui permettre dans l'avenir d'être plus utilisée dans un cadre prospectif d'aide à la décision et plus qu'aujourd'hui en tout cas. Et dans ce cadre-là, en fait, je voulais revenir sur 3 projets à plus court terme qui s'inscrivent plutôt dans les collaborations, qui sont un peu moins, mais des perspectives pour les 5-10 ans de recherche, en tout cas des points qui m'intéresseraient à l'explorer. Donc il y a un premier point qui est plutôt ces aspects comportementaux, c'est intégrer les aspects d'argumentation, comment les gens vont s'échanger des arguments entre eux et comment ça va impacter leurs décisions. Un autre point, c'est sur les interfaces tangibles. Comment on peut avoir des interfaces tangibles pour interagir avec des simulations. Dernier point, c'est les aspects plutôt aide à la décision, c'est savoir est-ce qu'on peut intégrer des méthodes d'aide, d'analyse de cycle de vie, couplées à des modélisations à base d'agents pour essayer d'aider, pour essayer de rentrer dans les démarches de prospective. Alors pour revenir sur le premier point, je vais juste parler d'un cas d'étude pour illustrer un peu cet aspect-là qui m'intéresserait d'explorer, qui est celui de l'impact des technologies numériques en agriculture. Alors c'est un enjeu majeur en ce moment. Bon, il y a d'ailleurs un institut de convergence qui travaille sur ce point-là, donc avec les drones, les tracteurs autonomes, les capteurs, ou même les réseaux sociaux entre agriculteurs qui sont en train de changer la façon dont les agriculteurs travaillent. Et il y a un énorme impact aussi financier derrière. C'est à la fois des opportunités en termes de minimisation des intrants chimiques ou des choses comme ça, ou de l'utilisation des ressources naturelles, mais également un risque en termes d'inégalité d'accès aux données
qui peut être provoquée par ces technologies. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est un peu d'étudier cette diffusion des technologiques au travers de l'étude des arguments utilisés par les différents acteurs. Donc, par exemple, ça c'est un type d'argument qu'on peut retrouver dans certains papiers en sociologie sur la question, sur les études numériques nous éloignent de la Terre, que peut avoir quelqu'un. Quelqu'un peu d'autre pourrait dire oui, mais ça permet de diminuer la quantité d'intrants. Donc, ce qui m'intéresserait, c'est vraiment essayer de reconstruire ces échanges d'arguments, à la fois en termes individuels, mais aussi avec des institutions, pour essayer de, justement, de mieux voir comment se diffuse une opinion, une innovation, et quels sont les leviers d'action que peut avoir, par exemple, le gouvernement pour agir sur ça. Et pour cela, je propose d'utiliser vraiment une formalisation de l'argumentation au travers de ce qui a été proposé par Doom, qui propose de construire des graphes d'argumentation. On va avoir des arguments qui vont attaquer d'autres arguments, où chaque agent aurait une représentation interne lui-même de son propre réseau d'arguments et pourrait du coup échanger des arguments avec d'autres agents. On a déjà fait ça, on est en train de travailler sur un modèle à peu près similaire dans le cadre d'un projet mené avec Raoul Tomopoulos et Nicolas Sayou sur le végétarisme, sur comment se diffuse le végétarisme. Et du coup, l'idée, ça serait d'appliquer ça en autre cas d'étude, mais en intégrant également des aspects un peu plus collectifs. Donc, coupler ça à ce qu'on peut faire dans Ben, rattacher ça aux aspects un peu plus cognitifs, relations sociales, qu'on a pu intégrer dans Ben. Autre point qui est sur la simulation interactive. Alors là, c'est une vidéo qui a été faite par le MIT, par un ingénieur en particulier, qui travaille, donc c'est un modèle sur lequel j'ai participé, c'est une espèce d'installation dans laquelle on peut interagir avec une simulation gamma au travers d'une maquette en Lego. Donc ça va permettre aux gens de tester, de voir quel est l'impact de modification sur la ville, sur un certain nombre de facteurs qui sont calculés derrière, et donc d'interagir de façon ludique et de façon un peu plus simple avec des simulations. Donc c'est le genre d'installation qui marche assez bien au MIT. Et le problème, c'est que ce qu'ils ont fait, c'est très ad hoc pour le moment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est vraiment un truc pour une table de données, et ils ne sont pas posé des questions sur comment généraliser ça, et surtout des questions de comment permettre à des modélisateurs qui ne sont pas du tout informaticiens de mettre ça en place pour leurs propres installations. Donc, je pense qu'il y a une question intéressante pour ça, et que ça ferait une manière intéressante d'interagir avec les simulations. On peut le voir aussi avec ce qui est fait actuellement avec Cormas, où il se pose des questions sur comment faciliter l'acquisition dans le jeu sérieux des actions des joueurs. Pour aller dans ce cadre-là également, donc, quelque chose qui m'a intéressé, mais alors là, qui est plus exploratoire, c'est sur la physicalisation des données. C'est rendre physique des données pour les faire rendre plus appréhendables. Donc là, ce serait plutôt un travail mené, là, moi je ne suis pas un expert du tout sur la question, mais il y a des gens qui travaillent sur ça, qui s'intéressent à ces questions-là à l'IRIT, dans l'équipe EDIPS, donc ce serait de travailler avec eux sur essayer de voir comment ça pourrait apporter quelque chose dans le cadre de simulation interactive. Et le dernier point, c'est sur les aspects prospectifs. Alors, je vais illustrer ça par un cas d'étude dans lequel j'ai discuté avec une collègue, c'était Éléonore Loiseau, qui est de l'ISTA, qui était sur la problématique du vin. En fait, on sait aujourd'hui qu'avec le réchauffement climatique, une problématique qu'on a, c'est l'élévation du niveau d'alcool dans les vins, ce qui pose problème. Et du coup, les instituts techniques sur le vin se posent en ce moment beaucoup de questions sur comment, ça ne pose pas des problèmes pour tout le monde, sur comment s'adapter à ça. Et ils ont pour ça plusieurs scénarios possibles. Donc c'est de pouvoir tester, en tout cas évaluer les scénarios. Et une idée pour ça, c'était d'utiliser ce qui se fait en analyse de cycle de vie. L'analyse de cycle de vie, ça consiste à évaluer l'impact environnemental de la base d'un produit en partant de l'extraction des ressources jusqu'à sa fin de vie. Il s'avère que ça a été généralisé par certains chercheurs, et en particulier Éléonore Loiseau, sur l'aspect territorial. Comment évaluer sur un territoire donné justement les impacts qu'il pourrait y avoir en termes écologiques. Il y a d'autres chercheurs qui travaillent surtout sur les impacts sociaux également. Donc c'est ça qui nous intéresserait d'intégrer. Malheureusement, ça part d'une image statique. Ça donne une image statique d'une situation. Ça ne construit pas des trajectoires. Donc l'idée qu'on avait, c'était de se dire, est-ce que c'est pas possible d'utiliser la simulation à base d'agents pour reconstruire des trajectoires, puis de faire des évaluations avec des analyses de cycle de vie territorial et social de ces trajectoires-là, pour, pas forcément prendre des décisions, mais en tout cas nous questionner sur les possibles, et éventuellement sur des nouveaux scénarios possibles.
Bon, comme j'arrive à peu près à l'heure, je suis à 44 minutes, c'est pas mal. Je vais finir par une seule slide. Alors, j'ai repris un portrait qui a été fait de moi par l'INRA, le Sciencecom de l'INRA. Alors, Patrick Talendier, un modèle de modélisateur, c'est pas mal. Et à la toute fin de ce portrait-là, j'ai dit quelque chose qui est très, très intéressant, comme d'habitude. De toute façon, dans notre travail de chercheur, j'apprends tous les jours. Alors, effectivement, en fait, pour moi, c'est quelque chose qui est assez important, c'est de me dire, j'ai travaillé dans pas mal de domaines, j'ai travaillé plutôt sur la ville, maintenant je suis à l'INRA, et en termes méthodologiques également, j'ai travaillé sur pas mal d'aspects différents, et tout ça a été permis par des rencontres avec d'autres, donc là, vous pouvez essayer de vous chercher, si vous voulez. Vous n'êtes pas tous dedans, je suis désolé. Sur justement ces discussions avec les autres qui m'ont permis. Alors, en plus, il y en a qui sont cachés. Si vous ne voyez pas, c'est que vous êtes cachés derrière la photo, je suis désolé. Et c'est cet aspect-là qui m'a permis, moi, vraiment d'enrichir grandement mes questionnements, tant en termes méthodologiques qu'en termes applicatifs. Donc, merci pour votre attention.